Toyama Ryu Bato Jutsu ou Toyama Ryu Gunto Jutsu. Je dis bien Jutsu car il ne s'agit pas, comme en Iaido, d'une école, une voie do, c'est-à-dire où l'on mène une recherche sur soi-même, où on fait une quête de développement personnel. Là, il s'agit bel et bien d'une voie qui cherche l'efficacité dans l'utilisation du sabre. Cette école, elle est un peu dédaignée par un certain nombre de Iaidoka. Bien sûr, ça n'est pas une école qui plonge ses racines dans une période très lointaine, au XVIe ou au XVIIe siècle. Ce n'est pas non plus une école qui comporte des dizaines de katas, tous plus virtuoses les uns que les autres. C'est une école qui vise à la simplicité, qui ne comporte que 8 katas. Elle mérite cependant, à mon avis, d'être étudiée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle appartient à l'histoire du Japon, à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à l'histoire du sabre et de la pratique du sabre au Japon. Et puis, on le verra tout à l'heure, parce qu'elle a quelques points communs avec Musō Shinden-ryu. 1876, c'est une année qui marque l'histoire du sabre au Japon, puisque c'est l'année du Haitorei, autrement dit l'interdiction du port du sabre. Les samouraïs, pendant ce début de la période Meiji, avaient déjà connu toutes sortes de vexations. Là, on leur interdit carrément de porter le sabre. Ça devait arriver, la rébellion s'est déclarée dans le milieu des samouraïs. Ce fut la rébellion de Satsuma. Et suite à cette rébellion, et en particulier la bataille de Shiroyama, où pratiquement tous les derniers samouraïs furent éliminés au fusil et à la mitrailleuse, première mitrailleuse Gatling, eh bien, il n'y avait quasiment plus de samouraïs au Japon. La conséquence est multiple. D'une part, la conséquence, c'est la disparition de tout un savoir en ce qui concerne la fabrication du sabre. La fabrication de l'acier, le tamahagane, la conception du sabre lui-même, la conception du fourreau, bref, toute une connaissance autour de la fabrication du sabre, et puis, bien sûr, la connaissance de la pratique du sabre. À part quelques maîtres qui continuent à pratiquer en secret dans leur dojo, la plupart des traditions ont quasiment disparu. C'est donc tout un savoir perdu, alors que se crée la garde impériale, qui deviendra par la suite l'armée impériale. Cette garde impériale, dès ses débuts en 1867, elle avait muni ses officiers et sous-officiers supérieurs de sabres. On les voit apparaître sur les premières photos des premiers engagements de cette nouvelle armée impériale, en particulier la première guerre sino-japonaise de 1894. C'est la première époque du Gunto, ce qu'on appelle le Kyu-Gunto, l'ancien Gunto. On l'appelait aussi le Murata-to, du nom d'un général, Murata Tsuneyoshi, qui, après avoir conçu un fusil pour l'armée impériale, a conçu, ou a introduit le sabre auprès de ses officiers et sous-officiers. Alors ces premiers Gunto, ils étaient constitués d'un acier relativement vulgaire par rapport à l'acier des sabres traditionnels des grandes époques de la forge, des sabres Koto ou même Shinto. C'était de l'acier qui était souvent de l'acier importé, et ces lames, elles étaient assez rarement forgées, rarement de haute qualité donc, sauf si un jeune aspirant avait reçu de sa famille un sabre
familial de l'arrière-grand-père conservé quelque part dans la maison, et on le lui remettait lors de son entrée à l'armée. Mais autrement, la plupart de ces lames étaient plutôt quelconques. Ce qui est caractéristique à cette époque, c'est que ces Kyogunto subissent la même chose que beaucoup de choses au Japon, c'est une occidentalisation voulue par l'empereur Meiji qui tenait à ouvrir son empire en direction des progrès qu'il avait observés dans d'autres civilisations. C'est ainsi qu'on s'est ouvert au Japon à l'industrialisation, à toutes sortes de nouvelles technologies, à une nouvelle forme d'économie, et donc des importations, exportations, et puis l'habillement aussi. C'est l'époque du paradoxe où on peut observer dans les rues de Tokyo des hommes qui se promènent vêtus de hakama traditionnels, tout en étant coiffés d'un chapeau melon. Ce paradoxe, eh bien, il va toucher aussi les premiers sabres. Cette caractéristique, c'est celle de la garde en D. La garde en D, c'est tout simplement celle du sabre de la plupart des armées occidentales, comme on le voit sur ce sabre briquet, typique de l'armement de base des troupes napoléoniennes. C'est également la forme typique des épées d'officiers, comme cette épée d'officier du XIXe siècle, celle-ci date de 1820. C'est la garde en D typique de l'épée d'officier, ici une épée d'officier de l'armée suisse, avec donc cette protection de la main, et puis un fourreau qui se termine par une protection au bout, de manière à éviter que le fourreau en aluminium ne soit abîmé s'il touchait le sol. L'avantage de cette garde en D est donc de protéger relativement la main. Son inconvénient, c'est de ne permettre la tenue qu'à une seule main. Alors, avec une épée relativement légère comme celle-ci, ça ne pose pas de très grands problèmes. Lorsqu'il s'agit d'un katana japonais, une lame dont la longueur et la masse sont relativement importantes, ça devient plus problématique. On a donc assez rapidement voulu revenir à la garde à deux mains. C'est l'époque du Shingunto, le nouveau Gunto, qui va s'imposer dans l'armée impériale entre 1935, le décret date de 1934, et 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La caractéristique ici, eh bien, c'est avec le nationalisme qui n'a jamais cessé de s'hypertrophier au Japon, le retour aux formes du katana traditionnel, en particulier des lames Shinto, avec très souvent un hi, donc une gorge permettant d'alléger la lame. L'acier dont étaient faites ces lames est là aussi un acier assez quelconque. C'est de l'acier industriel, de l'acier qui là n'est plus importé, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, aucune importation n'est possible. L'acier va manquer petit à petit. Ce sera donc un acier fait de briques et de broc. On va même réquisitionner les casseroles que les mamies japonaises devront apporter sur la place du village pour que l'armée puisse les fondre et en faire de l'acier, en général assez peu carboné, donc peu solide. Et puis ces lames, elles n'étaient pas forgées, la plupart du temps. C'était des lames qui étaient embouties, c'est-à-dire qu'on plaçait le tsunobe sous une presse, bang, et d'un seul coup, on fabriquait la lame dans ses proportions. Il n'y avait plus qu'à faire les finitions ensuite à la meule.
Cet acier n'était pas feuilleté non plus. Fini le feuilletage de l'acier des lames classiques. Pas de trempe sélective non plus. La trempe qui se faisait à l'huile, d'ailleurs, de manière industrielle, et non pas à l'eau, ce qui a pour résultat que la vitesse de refroidissement, lorsqu'on plonge la lame dans l'huile, est beaucoup plus lente, donc ça donne une dureté inférieure. Et puis, on n'a surtout pas cette trempe sélective caractéristique des lames japonaises. Si l'on peut observer un joli hamon sur certaines de ces lames, eh bien, c'est surtout parce que ce hamon a été fait de manière artificielle et il a été obtenu par meulage. Bref, voici que les officiers et sous-officiers supérieurs de l'armée impériale sont munis de gunto dans leur dotation d'ordonnance. Alors, évidemment, ils seront très fiers de porter ce symbole de la valeur de l'armée impériale. D'ailleurs, l'armée américaine va confisquer des milliers de ces sabres au moment de la victoire. Beaucoup de ces gunto seront simplement fondus, passés au pilon et fondus pour fournir l'acier dont les États-Unis ont eux aussi bien besoin à la fin de la guerre. D'autres de ces sabres furent emportés par des soldats américains qui pouvaient en prendre un chacun en souvenir, en remerciement au moment de leur démobilisation. D'ailleurs, on a estimé dans les années 1958 qu'il y avait davantage de gunto aux États-Unis qu'au Japon. Et puis enfin, un certain nombre de ces gunto ont été sauvés s'ils comportaient une lame de valeur. Ils ont été sauvés grâce à un colonel américain, le colonel Caldwell, qui s'était rendu compte de l'intérêt des sabres japonais, qui s'est entouré d'une équipe de spécialistes japonais du Kantai, de l'analyse des lames, et ce sont environ 4575 gunto qui ont pu ainsi être triés, sauvés et ensuite exposés au musée. Mais les officiers et sous-officiers, qui ont un beau sabre qui pend à leur côté, ne savent pas se servir de ce sabre. Donc ils ont là le risque, d'une part, d'être ridicules, s'ils se servent de leur katana comme d'un couteau de cuisine, et ils risquent aussi de se trouver désemparés au moment où ils devraient vraiment savoir se servir avec efficacité d'un sabre dans une situation de combat rapproché. Il faut donc les instruire à utiliser leur sabre avec dignité et surtout de manière efficace. Cette demande de l'armée, elle est devenue particulièrement pressante après la Première Guerre mondiale, car un certain nombre d'officiers étaient fâchés, vexés que l'infanterie, la contribution de l'infanterie au combat fut sous-estimée au profit de la marine en particulier et aussi de la cavalerie. C'est ainsi que l'académie militaire de Toyama, qui se trouve donc sur la côte nord, au centre de Honshu, l'académie militaire de Toyama a voulu créer un formel d'utilisation du sabre. En 1925, le lieutenant-colonel Morinaga Kiyoshi, qui était le chef instructeur d'escrime à l'académie militaire Rikugun Toyama, a demandé à des maîtres, et en particulier un maître réputé, de l'aider à créer un système de gunto soho, donc une méthode de manipulation du sabre militaire. Or, à qui s'adressa-t-il? Eh bien, à Nakayama Hakudo.
C'est donc Nakayama Hakudo, le même qui fut à l'origine de la structuration de l'école Musō Shinden-ryu, qui créa les kata, les premiers kata de l'école Toyama. Grâce à des recherches visant à trouver l'essentiel des mouvements, il a développé d'abord 5 katas debout, qui furent par la suite étendus jusqu'à 8 katas, établissant ainsi les bases du système Toyama Ryu Gunto Jutsu. C'est ainsi que l'instruction put commencer à être donnée aux cadets, d'abord uniquement ceux de la seule académie de Toyama, et puis ensuite étendue à toute l'armée impériale. Pour l'anecdote, on raconte même que des observateurs dans les fameux avions d'observation de l'US Navy, les NO-47, ces observateurs auraient vu sur le pont des porte-avions qu'ils étaient chargés d'observer des cadets de la marine, des aspirants officiers de la marine en train de pratiquer Toyama Ryu sur le pont des porte-avions. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'en ai trouvé aucune image, mais après tout, c'est assez vraisemblable. Le fait est que, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit une interruption de cette pratique, comme de tous les budo d'ailleurs, dont la pratique fut interdite par les Américains au Japon. Et puis, on vit une reprise dès 1952 avec la création de plusieurs fédérations, 3 principales. Et puis, dans la deuxième partie du XXe siècle, divers maîtres créèrent leur propre système, leur propre ryu, ont ajouté des variantes adaptées à la pratique plutôt du Iaido, et puis des variantes avec une esthétique comportant le port du gi et du hakama traditionnel, donc avec des notions d'esthétique et de cérémonial, aussi de reishiki, différentes de l'esprit d'origine de cette école qui visait la simplicité et l'efficacité. Donc, à l'origine, ce sont 8 katas, assez simples, voire rudimentaires, avec peu de fioritures. Le but est l'efficacité, encore une fois, donc avec aussi un reishiki minimal. Et une école qui est très adaptée à la préparation du tameshigiri, ou suemonogiri, l'art de la coupe de cible. C'est d'ailleurs pour cette raison que je propose toujours, lors d'un stage où nous pratiquons la coupe, de pratiquer Toyama Ryu, car c'est une excellente école de base pour la pratique des coupes, en particulier Kesagiri, puisqu'elle est constituée en bonne partie de coupes Kesagiri.